au lycée d'Ignabo, connu pratiquement dans toute la commune. Je pense que si vous demandez vos camarades de Ziguinchor qui est Moussédien, il vous dira l'homme en tant que tel. Donc c'est un éminent professeur d'histoire et de géographie qui jadis la plupart des épreuves que vous avez dans les des devoirs ou bien des évaluations, que ce soit devoirs, que ce soit composition, dans le département, il est presque le principal initiateur, celui qui pratiquement administre les épreuves et aussi les corriger, c'est lui. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de l'inviter à cette conférence-là pour que vous puissiez aussi bénéficier de son expertise, donc de son expérience, de son savoir-faire, de sa clairvoyance. Et aujourd'hui, à l'issue de cette conférence, je pense que vous allez apprécier à sa juste valeur et vous allez prendre bonne note par rapport à cette discipline ô combien importante. Il s'agit donc de l'histoire et de la géographie en terminale, surtout en TL2. Hier, je vous rappelais bien que la philosophie, certes, c'est une discipline importante aussi en L2, parce que coefficient 6, mais à côté, n'oublions pas qu'il y a l'histoire et la géographie. Et ce n'est pas pour juste sous-estimer la philosophie, mais je sais que d'habitude, au baccalauréat, la plupart des élèves ne s'en sortent pas trop en philo, parce que c'est une matière très complexe dans la mesure où vous la commencez en terminale, vous êtes débutant, et c'est une matière à réflexion, donc ce n'est pas évident que l'élève puisse s'en sortir, donc un peu avec des notes honorables. Mais à côté, pour sauver la mise ou bien l'honneur, l'histoire et la géographie est là, vraiment pour vous permettre de rehausser votre niveau et avoir de très bonnes notes. Et j'avoue que si vous avez une bonne note en histoire géo en L2, rassurez-vous déjà que le baccalauréat est dans votre poche. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous présenter ce grand monsieur qui est là. Et j'annonce aussi qu'il y a Sagnan, votre professeur, qui m'avait dit qu'il va venir. Bon, peut-être qu'il est en cours de route, mais quand même, avant tout, comme le temps est précieux, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'en dehors de la théorie, il y a déjà des épreuves du baccalauréat, donc de 2021, voire d'autres exemples qui sont là, avec M. Dien qui a amené. Comme ça, on va faire aussi des cas pratiques. Surtout parce qu'il est bon de faire de la théorie, mais le plus important c'est d'aller vers la pratique, comment on dégage un contexte, comment on explique un passage, comment on dégage la portée. Si vous avez des questions, n'importe quelle question en histoire, en géographie, c'est l'occasion donc de les poser. Et ensuite, M. Dien sera en mesure de vous satisfaire. Et comme ça, voilà, ça va me permettre vraiment d'être mieux outillé, d'être mieux capacité pour faire face à ces épreuves quand même qui vous disent que dans une semaine, vous allez affronter ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, sur ce, je vais laisser mon camarade, mon ami, mon frère, mon confident du lycée Diabo, Moussé Dien, quand même, voilà, se présenter et ensuite entrer un peu dans le vif du sujet. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, M. Dia. Donc, je vais d'abord remercier M. Dia, c'est mon patron au lycée. Donc, c'est lui qui est notre coordonnateur. Donc, moi, je suis son ouvrier. Donc, à chaque fois qu'il me donne des recommandations, des choses à faire, on le fait sans hésiter. Donc, rapidement, donc, comme il l'a si bien dit, donc, on n'est venu pas pour une conférence, mais on est venu pour partager. Parce que vous avez terminé le programme, vous avez des connaissances dans presque toutes les leçons. Donc, nous, on vient pour échanger et partager. Et donc, c'est pour cela que j'ai décidé d'amener des épreuves du baccalauréat. C'est bon de faire une conférence, on parle, etc. Mais des fois, on a besoin des cas pratiques pour voir comment une épreuve, n'est-ce pas, est libellée et comment l'élève doit répondre et qu'est-ce qu'on attend de vos réponses. C'est ça la difficulté. Parce que si je fais une conférence, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais comment cette information-là, vous serez en mesure de l'organiser au niveau du baccalauréat quand on vous pose une question sur telle ou telle partie. Donc la méthodologie est la chose pour moi la plus importante. Si l'élève maîtrise la méthodologie, il n'y aura pas de problème, il pourra s'en sortir. Et la grande difficulté, ce n'est pas en géographie, c'est surtout en histoire. Parce que géographie, il y a des concepts que l'élève doit maîtriser. Si on dit à l'élève c'est quoi interpréter, c'est quoi analyser, donc l'élève va être capable de répondre, n'est-ce pas, à la question. Maintenant, si l'élève ne sait pas, donc si l'élève, n'est-ce pas, n'est pas capable
de maîtriser, n'est-ce pas, ces concepts, il aura de sérieux problèmes. Imaginez, on dit à un élève, évaluer. Évaluer par exemple l'économie du Sénégal, ou bien évaluer le rôle de l'ONU, n'est-ce pas? Si l'élève ne sait pas c'est quoi évaluer, il va avoir des problèmes. Donc évaluer c'est quoi? C'est pas seulement donner le côté positif, mais donner ce que l'ONU a réussi et quels sont les manquements de l'ONU. Donc si l'élève donne seulement la partie positive, les réussites de l'ONU, c'est qu'il n'a pas répondu à la question. On dira que la question, tu l'as répondu à moitié. Donc ces concepts-là, ça revient souvent au bac. Maintenant, c'est quoi interpréter? Je pense que vers la fin, on reviendra sur ces concepts-là. Maintenant, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le programme d'histoire et la géographie, d'habitude, les élèves, quand le prof commence le programme, il commence par dire quoi? Le programme de la classe terminale, on peut diviser ça en deux parties. La première partie, c'est le monde au lendemain de la guerre. C'est quoi au lendemain? Donc, toutes les leçons, c'est les leçons qui vont se dérouler entre 1945 jusqu'à 1991. OK? Donc, si on prend les conséquences de la guerre, ce n'est pas la guerre, c'est après la guerre. Après, il y aura ce qu'on appelle les règlements du conflit. Les règlements du conflit, c'est la suite logique, n'est-ce pas, des conséquences de la seconde et règlements du conflit. Maintenant, si on revient sur cette longue leçon qu'on appelle les relations Est-Ouest, toutes les leçons se retrouvent à l'intérieur. La Chine, on la retrouve dans la guerre froide. Vous revenez sur la décolonisation, toute la décolonisation, vous retrouvez dans la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre froide, c'est de 1947 jusqu'à 1991. Et dans cette période-là, toutes les leçons, on peut les insérer. Parce que la décolonisation, on le met dedans. La Chine, on la retrouve, n'est-ce pas, dedans. Pourquoi? Parce que c'est une période de 1947 à 1991. Il n'y a pas un pays qui est indépendant en 1991. Avant 1991, parce que tous les pays sont indépendants. Donc, nous allons voir à chaque fois, quand on entre dans la leçon sur la guerre froide, si on arrive sur la Chine, on s'arrête. On montre la relation entre la Chine et la guerre froide. Si on arrive sur la décolonisation, on fera la même chose. Parce que maintenant, les questions, comment on les pose? On ne pose jamais une question qui prend en charge une leçon seulement. C'est une question transversale. Une question pour toucher la décolonisation, pour toucher la guerre froide et pour toucher la question palestinienne. Donc, vous voyez, et c'est en ce moment-là que l'élève va avoir des difficultés pour répondre à cette question. Il dira, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais mettre? N'est-ce pas? Si c'est en histoire, quel est le contexte général? Il a des problèmes. Mais il dit, on me donne 3 leçons. Le contexte général, normalement, doit porter sur une partie. Soit c'est guerre froide, soit c'est décolonisation, soit c'est Chine. Mais on te met dans Chine, décolonisation et guerre froide. Tu dis, mais là, comment je vais faire? Et c'est ça la difficulté des élèves. Donc, on va essayer vers la fin de proposer des sujets. Bon, comme vous n'êtes pas nombreux, j'ai amené assez de copies. On va distribuer, tout le monde aura la copie. Et ensemble, on va traiter le sujet du début à la fin. Et là, vous aurez une idée sur comment on doit répondre, n'est-ce pas, à ça. Parce que si un élève arrive au bac, tu es devant un sujet. Et on te pose des questions, tu n'arrives pas à répondre. Automatiquement, mais tu commences à transpirer, c'est sûr. Tu dis que c'est sûr que je vais échouer. Voilà. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? Mais n'oubliez pas, au baccalauréat, il y a l'histoire et la géographie. Il y a des élèves qui négligent la dissertation. Or, la dissertation est plus facile que le commentaire. Si je le dis, c'est-à-dire que bon, il raconte sa vie. Mais c'est la réalité. Je donne un exemple. On te donne un sujet de commentaire. On te dit, présente les deux personnages, donnant sa nationalité, fonction et son rôle dans la décolonisation. Il y a 3 questions dans cette question. Vous êtes d'accord? Contexte. Il dégage le contexte sur le texte en rappelant 2 événements datés de telle année à telle année et explique un au choix. Il y a 2 questions. Vous savez combien? 3 plus 2, tu as 5. Sans le savoir. Dans la partie qu'on appelle portée historique, on pose aussi 2 sous-questions. Tu as combien? Tu as 7 questions sans le savoir. Or, la dissertation, qu'est-ce qu'on te dit? Après avoir rappelé les circonstances de la naissance d'Israël, explique le processus de paix. Il y a combien d'activités? Il y a 2. Tu vas laisser 2 activités, tu vas te casser la tête avec 7 questions. C'est parce que tout simplement, tu n'as pas maîtrisé la dissertation et tu as peur de faire la dissertation. La dissertation est facile. Pourquoi j'ai dit qu'elle est facile? C'est quand on dit d'amener le sujet, poser la problématique et le plan, n'est-ce pas? Vous l'avez fait, n'est-ce pas, en classe de 4e, 3e, etc. Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de vous exercer dans cet exercice-là. Or, la dissertation est facile et au second tour, je ne le sais pas. Les sujets, il n'y a pas de choix. On peut venir vous donner la dissertation. Oui. On donne un sujet, on te dit, donne l'introduction, un plan détaillé et la conclusion. Si toi, il te restait 3 points pour avoir, n'est-ce pas, le maximum pour avoir le bac au second tour, tu te retrouves sur une dissertation, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu es foutu, c'est fini. Donc, il faut que l'élève s'entraîne dans ces 2 exercices.
Malheureusement, beaucoup d'élèves disent que j'ai peur de la dissertation parce que j'ai peur de faire hors sujet. Actuellement, les sites de dissertation, on ne peut pas faire hors sujet, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que dans la consigne, le plan est donné. Quand on dit, après avoir rappelé les circonstances de l'état des élèves, il n'y a pas une partie. On te dit, explique le processus. Donc il y a deux parties. Donc on te donne le plan. Et le problème des élèves, c'est quoi? C'est annoncer le plan. Mais si on te donne le plan, mais tu ne te fatigues pas. Tu prends le plan et tu arrives au développement, tu ne fais que développer ça. Et c'est fini, tu termines ta copie, tu termines l'examen, tu rends ta copie. Et c'est difficile de faire commentaire en histoire et faire commentaire en géographie en 4 temps. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc si l'élève peut faire dissertation en histoire, commentaire en géographie, ce sera mieux. Maintenant, revenons sur le programme. Le programme commence avec quoi? Les conséquences de la guerre et les règlements du conflit. La partie conséquences, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Les conséquences, c'est le bilan humain, le bilan matériel. Mais je vais m'arrêter sur une conséquence qui est la plus importante. C'est les conséquences politiques. Parce que conséquences économiques, ça c'est le bilan économique. Les conséquences matérielles, on comprend. Mais dans la conséquence politique, c'est ça qu'on va sentir quoi? Il y aura ce qu'on appelle quoi? Une réorganisation de la géopolitique mondiale. Parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était le centre du monde. L'Europe était la première puissance mondiale. Mais après la guerre, l'Europe verra, sa puissance va passer de l'Europe vers un monde extra-européen, à savoir qui? États-Unis et URSS. Maintenant, je m'arrête là-bas. Quand l'Europe est en déclin, il y a l'essence de deux superpuissances qu'on appelle États-Unis et URSS. Ces deux superpuissances-là, malheureusement, ne partagent pas la même idéologie, la même vision du monde. Pourquoi? Parce que les Américains, ce sont des démocrates. Ce sont des capitalistes, tout simplement. Et à côté, on a l'URSS. L'URSS, ce sont des communistes. C'est des gens qui pensent que la société, si elle est inégalitaire, c'est à cause du capitalisme. Là, vous avez étudié ça depuis la première. On appelle quoi? La révolution industrielle. Donc, le conflit, l'opposition entre États-Unis et l'URSS, elle ne date pas de 1945. Elle date depuis, n'est-ce pas, cette partie qu'on appelle quoi? Les conséquences de la révolution industrielle, avec la naissance des deux classes. Maintenant, on se pose une question. Pourquoi, durant la Seconde Guerre mondiale, ces deux pays qui ne s'entendaient pas sur le plan idéologique se retrouvent sur une même table en train de discuter? Parce que tout simplement, ces deux-là partageaient un seul ennemi. C'était qui? C'était Adolf Hitler. Donc les Américains et les Russes ont dit, même si on ne s'aime pas, mais on va se débarrasser de notre ennemi, c'est Adolf Hitler. C'est dans ce contexte-là qu'ils vont tout simplement se rencontrer dans plusieurs conférences. La conférence d'abord de Téhéran, la conférence de Yalta, la conférence de Potsdam et même la conférence de San Francisco, la conférence de Paris. Il y a pas mal de conférences. Mais les conférences qu'on enseigne le plus en classe, c'est Téhéran, Yalta et Potsdam. Mais il y a d'autres conférences. La conférence de San Francisco qui donne naissance à l'ONU, la conférence, n'est-ce pas, de l'Atlantique en 1941 avec la charte, la conférence de Bergen-Totowaz, la conférence de Bretton Woods. Il y a tellement de conférences. N'est-ce pas? Et toutes ces conférences-là se trouvent dans le programme, mais on n'insiste pas là-dessus. Mais on n'insiste que sur les 3 grandes conférences. Maintenant, quand on dit règlement du conflit, cela veut dire quoi? Que dès l'instant, on sent l'émergence des deux superpuissances, États-Unis et l'URSS, n'est-ce pas? Accompagnés par qui? Par la Grande-Bretagne. On décide durant et après. Durant signifie quoi? Il y a des conférences qui se sont déroulées avant la fin de la guerre. N'est-ce pas? C'est quelle conférence? C'est la conférence de Téhéran et la conférence de Yalta. Parce que Yalta, c'est quand? C'est février. L'Allemagne a capitulé quand? C'est mai 1940. Donc on peut dire que ces deux conférences se sont déroulées durant la Seconde Guerre mondiale. Potsdam, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quoi le règlement du conflit? Ce sont des rencontres qui se sont déroulées durant et après la Seconde Guerre mondiale pour tout simplement définir comment on doit planifier le monde après la Seconde Guerre mondiale pour qu'il n'y ait pas une 3e guerre mondiale. Donc c'est pour cela qu'ils se rencontrent à Téhéran. Mais Téhéran, c'est pas grave. Téhéran, c'est Iran. Et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Iran. Je ne vais pas entrer dans ces détails, ce n'est pas l'objet de la conférence. Maintenant, après Téhéran, c'est en 1943. Et 1943, en ce moment-là, on peut dire que l'Europe était entre les mains d'Adolf Hitler. Plus de la moitié de l'Europe. Donc il fallait à Téhéran discuter des questions purement militaires. À savoir quoi? Ils ont décidé d'organiser ce qu'on appelle quoi? Un débarquement en Normandie en juin 1944. Okay. Et donc ce débarquement aura lieu. Maintenant, ils vont se donner rendez-vous où? Après à Yalta. Donc Yalta, c'est d'abord vérifier. Est-ce que les décisions prises à Téhéran, on les a appliquées? Est-ce que ça s'est bien passé? Ils ont dit oui, ça s'est bien passé. C'est en ce moment-là qu'à Yalta, ils ont pris des décisions
qu'on prévoit de les appliquer après. Maintenant, dans toutes ces décisions, je vais revenir sur une décision qui est importante. C'est celle qui concerne quoi? L'organisation des élections libres et transparentes. Dans les pays libérés. Libérés par qui? Libérés par l'URSS, n'est-ce pas? Et même libérés par les pays aussi dans d'autres. Maintenant, à partir de cette décision-là, Staline, au début, ne voulait pas signer. Mais après, il va accepter de signer parce qu'il sait que j'ai besoin des États-Unis, parce qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, et que les Américains, ils versaient le pré-bail. Pré-bail, c'est quoi? C'est une enveloppe financière qu'on donnait pour aider l'armée russe. Et les Russes ont dit, on est obligé de l'accepter. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que, par exemple, je peux dire qu'à Yalta, cette décision va être, je peux dire, l'élément essentiel qui va perturber un peu la stabilité du monde. Pourquoi? Parce que cette décision a été prise et on s'est rendu compte que, après la conférence de Yalta, plus précisément à Potsdam, on a fait le constat que cette décision n'a pas été respectée. Respect signifie quoi? Certes, il y a des élections libres, mais elles ne sont pas transparentes. Okay? Et que l'URSS a imposé les communistes à la tête du pouvoir dans tous ces pays. Et donc, en le faisant, les Américains considèrent que l'URSS a trahi, n'est-ce pas, la décision de Yalta sur l'organisation des élections libres et transparentes. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à sentir quoi? La méfiance au sein de la Grande Alliance. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Américains ont dit que l'URSS a signé, a accepté une décision, mais elle n'a pas respecté la décision. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à sentir quoi? Des désaccords. C'est quoi des désaccords? Des malentendus sur, n'est-ce pas, certains points. Mais je vais aller rapidement. Maintenant, à partir de ce moment-là, on est en 1945. Ce qui fait que dans le cours de 1945 jusqu'à 1946, on l'appelle l'entente. Moi, c'est une période où ils s'entendaient. C'est des périodes où il y avait des conférences. Ils se rencontraient. Roosevelt est là, Churchill est là, n'est-ce pas, ce qu'on appelle encore Staline est là. Ils discutaient. Ok? Maintenant, à partir de 1946, de 1946 jusqu'à 1947, cette période, on l'appelle quoi? Mésentente. Méfiance au sein de la Grande Alliance. Pourquoi 1946? C'est avec les discours de qui? De Winston Churchill, qu'on appelle Rue de fer, qui va tout simplement attirer l'attention des États-Unis sur le danger, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, de se passer à travers nous. Quel danger? L'expansion du communisme. Tout juste après le discours de Churchill, Harry Truman va tout simplement proposer ce qu'on appelle quoi? La doctrine Truman. C'est une doctrine qui a pour objectif, n'est-ce pas, en ce moment-là, jusqu'à présent, la Grande Alliance n'a pas encore éclaté, hein, ils sont dedans. Mais cette doctrine a pour objectif de faire quoi? D'empêcher, endiguer, empêcher l'expansion du communisme, n'est-ce pas? À travers, d'abord l'Europe, c'est foutu, l'Europe de l'Est, c'est l'Europe occidentale et le monde entier. C'est à partir de ce moment-là que tout simplement, Harry Truman, il met en place cette doctrine qui est une doctrine politique, accompagnée par quoi? Le plan Marshall, qui est un plan qui vient accompagner la doctrine Truman, tout simplement, et Juranov va répondre en mettant en place la doctrine Juranov. Cette doctrine-là a pour objectif pas d'empêcher, mais de favoriser l'expansion du communisme. Mais dans son discours, il a prononcé une phrase qui montrera que la Grande Alliance, ils ne sont plus ensemble. Il a dit que le monde est divisé en deux camps. On a un camp impérialiste et un camp anti-impérialiste. Donc c'est clair. Même s'il n'a pas de rupture, mais il a dit qu'il y a deux camps. Okay? Comme aussi Truman avait dit aussi, n'est-ce pas, les gens qui sont dans le bloc de l'Est, qui accompagnent, qui épousent le communisme, n'est-ce pas, leur avenir c'est quoi? C'est la souffrance et peut-être même la pauvreté. Donc ils se lançaient des pics à travers les discours. Donc après le discours de Juranov, les gens ont dit que si on revient sur les prémices, c'est-à-dire les signes qui montrent que la Grande Alliance n'existe plus, d'abord il y a 1946. D'abord, il y a la doctrine de Harry Truman, l'acte 1, l'acte 2 c'est le plan Marshall, l'acte 3 c'est quoi? C'est la doctrine de Juranov. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? La Grande Alliance, qui était un monde uni, polaire, va s'effriter, va se diviser en deux. Qu'on appelle quoi? La bipolarisation en deux blocs. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, cela veut dire quoi? Qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire. Maintenant, si on se pose une question, qu'est-ce qui a amené la guerre froide? Quelles sont les causes? Les causes, pour pouvoir répondre correctement, on revient sur ce qu'on appelle quoi? Ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle ces grandes conférences. Okay? Donc on a senti que les désaccords, les signes ont débuté depuis Yalta jusqu'à Potsdam. Et donc la rupture en 1947 n'est que le résultat de leurs désaccords, n'est que le résultat de quoi? N'est-ce pas, de leur méfiance qui a démarré, n'est-ce pas, durant cette période. Donc 1945, 1946 entente, 1946 jusqu'à 1947 c'est quoi? Mésentente, méfiance et la rupture en 1947.
Et cette rupture-là, n'est-ce pas, est une rupture difficile parce que tout juste après 1945, l'ONU est née. Les gens ont dit que c'est fini, on va vivre un monde de paix, dans un monde de paix, où il n'y aura pas de problème. Malheureusement, les problèmes idéologiques entre États-Unis et l'URSS poussent, n'est-ce pas, le monde à faire un choix difficile. Quel choix? Si tu es à l'Est, tu es l'ennemi de l'Est. Si tu es à l'Ouest, tu es l'ennemi de l'Est. Et là, les gens allaient faire un choix difficile, mais c'est un choix impératif par le faire. Donc on divise le monde en deux. Donc de 1947, donc je vais diviser la guerre froide en séquence. 47, 53, 53, 62, 62, 75, 75, 85, 85, 91. Maintenant, à chaque fois, si on arrive sur une séquence, vous allez me dire, est-ce que c'est une période de tension? Est-ce que c'est une période d'apaisement? Parce que le cours, c'est quoi? Ce n'est pas la guerre froide, c'est les relations Est-Ouest. On demande aux profs, après la rupture de 47 à 91, apprends à tes élèves comment seront les relations entre les deux blocs. Et dans le cours, on a dit quoi? Les crises. Après, on dit quoi? Rapprochement jusqu'à la fin. Donc, il y a des périodes de rapprochement et des périodes de tension. Maintenant, à chaque fois, quand on dit rapprochement, signifie quoi? On va dire rapprochement, on peut dire qu'il y a deux parties. C'est de 1953 jusqu'à 1975. Parce que de 53 à 62, c'est la cohérence pacifique, n'est-ce pas? De 62 à 75, comment on l'appelle la détente? C'est une période de rapprochement, c'est une période de paix, c'est une période, n'est-ce pas, d'apaisement, bien d'accalmie dans les relations internationales. Maintenant, de 47 à 53, c'était qui était là-bas? C'était Staline. Qui était là-bas? C'était Harry Truman. Donc cette période-là, c'est une période de tension, marquée par quoi? La formation des blocs. Après la formation des blocs, marquée par deux grandes crises. Quelle crise? Le blocus de Berlin et ce qu'on appelle la guerre de Corée. Blocus de Berlin, guerre de Corée. Regardez, blocus de Berlin donne naissance à quoi? RFA, RDA. Guerre de Corée donne naissance à quoi? Corée du Nord, Corée du Sud. Donc ces deux pays-là, même ils sont si éloignés, ils ont la même conséquence. C'est quoi? C'est la partition, ou la division de territoire en deux. Une année au bac, on a demandé aux élèves de montrer les similitudes qui existent entre Corée, Vietnam, c'est Corée, Vietnam, Chine et Allemagne. La même similitude, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ces quatre-là? Ces quatre ont en commun quoi? La partition et la division. Si on prend la Corée, on a le nord et le sud. Vietnam, est-ce qu'on a deux Vietnam? Il y a Vietnam du et Vietnam du. À l'occasion de quelle conférence? Dans quel événement on a décidé de diviser Vietnam en deux? Vous avez fait le cours sur la décolonisation en Indochine, j'espère. Voilà, l'Indochine. Après la capitulation française, après Dien Bien Phu, on va organiser la conférence de Genève. Et dans cette conférence-là, on va diviser Vietnam en deux, le nord et le sud. Et on va leur donner 2 ans de réflexion pour qu'ils puissent se prononcer sur l'unité ou bien, n'est-ce pas, la division. Donc Vietnam est divisé en deux. N'est-ce pas, Corée en deux, Vietnam en deux. Chine, est-ce qu'il y a deux Chine? Si, il y a deux. Quelle Chine? La Chine de Mao et la Chine de Deng Xiaoping. Non, ne mélangez pas. Attendez, pour répondre à cette question, on revient sur la Chine, la guerre civile, de 1945 à 1949. Qui était président de la Chine de 1945 à 1949? C'était Chiang Kai-shek, qu'on appelle quoi? Le Kuomintang. N'est-ce pas? Qui part en guerre avec qui? Le PCC de Mao. Quelle est la conséquence? Mao gagne la guerre civile. En octobre 1949, il devient président de la République populaire de Chine. Chiang Kai-shek, il va aller où? Il va aller à Adèle. Il va aller où? Taïwan. Donc il va aller d'abord dans l'île Formose. Il va transformer en Chine Taï. Donc on a deux Chines. On continue. Allemagne, il y a deux Allemagnes. Donc cette question au baccalauréat, l'élève dira, dans quelle leçon le prof a parlé? Donc c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire quoi? C'est difficile, il y a des questions au bac, la réponse ne se trouve pas sur une leçon. Et peut-être en classe, le prof n'a pas, il a tout simplement dit,
de RFA, RDA, Chine, tel. Maintenant, c'est à toi d'aller dans toutes ces leçons. Tu commences par la guerre de Corée. Tu vas chercher la réponse là-bas. Tu vas aller où? En Indochine, c'est la réponse. Aller où? En Chine, c'est la réponse. Aller où? En Allemagne, c'est la réponse. Donc il y a 4 leçons différentes où tu dois chercher la réponse. Et la réponse de où? C'est la conséquence de chaque leçon. C'est bon? Ah. Donc, faites attention. J'ai dit ça, je l'avais dit au début, que maintenant les questions ne touchent pas une leçon spécifiquement. C'est des questions, n'est-ce pas, qui peuvent ratisser large. Donc, ce qui fait que les élèves qui s'aventurent à dire que je vais apprendre telle leçon, je ne vais pas apprendre l'autre. C'est très dangereux. Donc, il faut au moins, n'est-ce pas, avoir une connaissance dans presque toutes ces leçons. Pour en cas, si on pose une question qui touche telle ou telle, tu seras en mesure de répondre. Donc, quand on dit similitude, maintenant, si l'élève ne connaît pas le mot similitude, c'est des problèmes. Il va dire à son camarade, similitude c'est quoi? Il dit, ah, similitude c'est opposition. L'autre dit similitude, je ne sais pas. Donc, vous êtes dans une classe au bac, 20 élèves auront 20 définitions différentes. Et tu te dis, comment je vais faire? Et là, il y a des problèmes. Donc, on continue donc, de 1947 jusqu'à 1953. Donc, j'ai dit qu'il y a le blocus de Berlin et ce qu'on appelle la guerre de Corée. Blocus de Berlin, RFA, RDA, guerre de Corée, n'est-ce pas? On a ce qu'on appelle la Corée du Nord et la Corée du Sud. Maintenant, 1953, c'est la fin de cette période. Pourquoi? Parce que parmi les causes de la cohésion pacifique, il y a ce qu'on appelle quoi? Changement d'homme à la tête du pouvoir. Staline est décédé. Qui remplace? Nikita Khrouchtchev. Khrouchtchev revient. Truman part, c'est Eisenhower qui arrive. Donc on ouvre une nouvelle page qui commence quand? De 1953 jusqu'en 1962. On appelle quoi? La coexistence pacifique. N'est-ce pas? Lancée par Khrouchtchev qui a tout simplement voulu le rapprochement entre les deux. Maintenant, quand Khrouchtchev l'a dit que je veux rapprochement, les Américains, le bloc de l'Ouest au début, ils étaient sceptiques. Mais Khrouchtchev va mettre en place, va faire des actes qui vont tout simplement convaincre les Occidentaux que c'est possible de vivre pacifiquement avec le bloc de l'Ouest. Il arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre fin à la guerre de Corée, à la guerre d'Indochine. Il mettra fin à beaucoup de conflits. Et il va même se rapprocher du bloc occidental, jusqu'à même se déplacer dans les pays occidentaux. Serrer la main de qui? De Kennedy à Vienne. Donc si on fait la somme de tous ces événements-là, on dira, tiens, cette période-là, c'est la bonne. Le rapprochement, ce n'est pas une théorie, mais c'est une chose qui est une réalité. Mais ce rapprochement qu'on appelle dégel n'a pas empêché le déclenchement de 2 crises. Quelle crise? La deuxième crise de Berlin. Et quoi? La crise de Cuba. Deuxième crise de Berlin, c'est en 1961. Maintenant, revenons sur 53-67. Si je vous pose une question, dans cette période-là, est-ce qu'on retrouve dedans, n'est-ce pas, des événements qui concernent, n'est-ce pas, la décolonisation de certaines colonies? Est-ce que dans cette période-là, il y a des événements qui sont passés durant cette période-là, mais qui concernent d'autres pays différents, n'est-ce pas, des pays européens? Si, on peut avoir quoi? La crise de Suez. On peut avoir quoi? La fin de qu'on appelle encore la fin de la guerre d'Indochine. Ça concerne quoi? La décolonisation. C'est bon? On peut avoir dedans, de 53 jusqu'à 62, la conférence de Bandung, la conférence de Belgrade sur les non-alignés. Et nous allons voir que Bandung et ce qu'on appelle la conférence de Belgrade, n'est-ce pas? Ces conférences-là vont influencer, auront un impact dans les relations Est-Ouest. Donc c'est pour dire quoi? Qu'à chaque fois, dans chaque période, si on parle de la guerre froide, on peut sortir de la guerre froide pour tout simplement aller dans la décolonisation. Parce que quand on parle de la crise de Suez, mais la crise de Suez va concerner qui? L'Égypte, mais il va aussi avoir un impact sur la question palestinienne. Je m'explique. La décolonisation, n'est-ce pas, en Indochine. Si on revient sur le Indochine, il y a une question qui est sortie au bac. On a demandé, est-ce que l'anticolonialisme américain n'est pas ambigu? Ambigu. Là, moi, ambigu. Si on dit ambigu, c'est un problème. C'est quoi ambigu?
Donc si nous donnons le sujet au bac, ambigu, c'est des problèmes. Donc vous voyez, regardez, quand on dit anticolonialisme des États-Unis, son anticolonialisme n'était pas ambigu. Maintenant, pour répondre à cette question, on revient sur quelles leçons? Sur les causes de la décolonisation. Les causes internes, les causes externes. Les causes externes. Les États-Unis sont anticoloniales. La main anticoloniale, bon, ils ne soutiennent pas la colonisation. Ils sont contre, pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, mais pour des raisons idéologiques. Maintenant, les États-Unis a dit qu'ils sont anticoloniales. Mais les États-Unis vont soutenir la France dans la guerre d'Indo. Sa position est ambiguë, mais elle n'est pas claire. La position américaine n'est pas claire parce que les États-Unis a dit on est anticolonial, mais ils soutiennent la France dans la décolonisation. Dans la colonisation du monde. Donc là, il y a un problème. Donc si on dit au bac, la position américaine, on vous dit est-ce que sa position est claire? Là, il ne faut pas dire oui et non, mais tu dois argumenter pour montrer que sa position, n'est-ce pas, est floue. Donc la réponse, n'est-ce pas, on peut la chercher dans beaucoup de leçons. Maintenant, revenons sur la décolonisation en Indochine. La guerre commence en 1946. Hein? Et se termine quand? En 1954. Cette guerre, c'est une guerre coloniale, de libération, n'est-ce pas? Mais elle va vers la fin une guerre froide. Pourquoi? Parce que de 1946 jusqu'en 1949, c'est une guerre entre la France et les Viet Minh avec l'Indochine. Mais à partir de 1949, qu'est-ce qui s'est passé en Asie? Il y a une personne qui arrive et qui va tout simplement changer le cours du jeu dans cette histoire qu'on appelle de l'Asie. C'est l'avènement de qui? De Mao Zedong. Mao arrive de 1949 jusqu'à 1954. Mao apporte son soutien à qui? À la Chine. L'URSS à la Chine. La France reçoit qui? Le soutien des États-Unis. Donc ça devient quoi? Une guerre froide. Mais les Américains ont dit, notre position est très claire, il n'y a pas d'ambiguïté là-bas. Pourquoi ils le disent? Ils disent tout simplement, si nous soutenons la France, on soutient la France pas en tant que puissance coloniale, en tant qu'allié du bloc de l'Ouest, qui est menacé par qui? Des pays communistes. Parce que si Chine soutient Indochine, URSS soutient Indochine, quand vous avez fait la leçon sur les causes d'une décolonisation violente, il fallait commencer l'entêtement. Après la radicalisation du nationalisme. Troisièmement, le soutien extérieur. Et les Américains, pour eux, le soutien là, ce n'est pas un soutien des États-Unis envers une puissance impériale. Non, c'est les États-Unis qui soutiennent la France pour empêcher l'expansion du communisme. C'est bon? Donc regarde, on retrouve la décolonisation. Quelle décolonisation? En Indochine. On progresse. 1956, on retrouve quoi? La crise de Suez. La crise de Suez, n'est-ce pas? Elle s'est passée en 1956. Mais une année au bac, on a demandé aux élèves quels sont les fondements de la crise de Suez. Là, les fondements. Il y a un devoir pour de l'intermal cause ak facteur. Ñaari yooyu ngeen xam. Cause facteur, nga dem ñu le fondement nga dem les fondements. Ñu ne fondement xalaat ak kër lu mu commencé le fondement. Fondement mooy lan? Mooy le commencement. Quand on dit fondement de la crise de Suez, mooy lan? Quelles sont les causes? Si on dit les fondements de la crise, c'est quoi? C'est parce que Nasser a voulu nationaliser le canal de Suez. On est de la fondement, c'est quoi? Quel est mon fondement? Boy. Fondement de bâtiment là-bas. Ça pose problème. Voilà, le petit fondement peut-être. Donc vous voyez, ce sont des jeux de mots qui fatiguent les candidats. Maintenant, quand on dit fondement, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la crise de Suez, n'est-ce pas? Là, regardez, Nasser, ici, dans cette crise de Suez, on va voir les acteurs. On a qui? On a Égypte. On a qui? On a Chine. On a Égypte. On a France. On a la Grande-Bretagne. Et on a Israël. 3. Mais que fait la France et la Grande-Bretagne là-bas?
Maintenant, à part de cette question-là, je vais retourner sur la décolonisation en Alpes. Je vais vous montrer comment je vais faire. Regardez, ici, Égypte, France, Grande-Bretagne et Israël. Mais quand on dit France et Grande-Bretagne, on se pose la question, mais attends, qu'est-ce qu'ils font ici? Parce que tout simplement, la France et la Grande-Bretagne, c'est eux qui administrent, qui contrôlaient le canal de Suez. C'était une sorte de construction, de genre entreprise. C'est tout l'argent qui entre là-bas, c'est eux qui gèrent ça. Nasser a voulu récupérer, comment nationaliser? C'est prendre une entreprise privée, la transférer en entreprise publique. Vous l'avez vu avec la crise de Cuba. Même avec la Chine, Mao a nationalisé. Qui encore? Cuba, Castro a nationalisé. Ça, c'est les communistes font comme ça. Quand ils aiment quelque part, tout ce qui appartient à des personnes, ils vont les récupérer, qui deviennent une entreprise nationale. Maintenant, quand Nasser a voulu nationaliser, la France voit que son intérêt économique est en jeu. Mais la France profite de cette crise de Suez. N'est-ce pas? Pour régler un problème avec qui? Avec l'Égypte. Parce que quand vous avez la décolonisation en Algérie, qui a soutenu l'Égypte? Qui a soutenu l'Algérie? Qui a soutenu l'Algérie? Hein? C'est l'Égypte. Comment? C'est parce que tout simplement, l'Égypte, ils avaient ce qu'on appelle le FLN et le GEPRA, qu'on appelle gouvernement pour l'Algérie, dirigé par Farah Abbas, mais était basé en Égypte. L'Égypte avait apporté un soutien financier, un soutien militaire. La France a dit, ah, maintenant, je vais profiter de la crise de Suez là. Je vais régler mes comptes avec l'Égypte. Donc, ici, la ligne là, Égypte. La ligne là, Algérie. C'est bien parti. Donc, ben question, il touche tout ça. Or, dans le cours, votre prof vient de faire un filigrane continu. Baba na gis nga lu sew loolu filigrane mo ne mo wax tout noonu mu def question pour les poser elle est taxaw mu ne mais man j'ai appris tout le cours mais j'ai pas vu là où le prof a insisté sur ça que taxaw loolu mooy que gis nga boo defee programme ba pare ah élève dafa war a jël les sujets du baccalauréat antérieur ah mu jël sujet yëpp il va essayer de voir question yu fa nekk mu comparer ak kuréel bu ko amulee dem ci prof mu ne ko lii la ñuy posé ba lii compare mu ne ah lii fii lañ koy jëlee. Maintenant je continue donc la crise de Suez touche maintenant pour la crise de Suez États-Unis est-ce que la Grande-Bretagne entre dans la guerre pour des intérêts économiques. La France c'est économique mais en même temps c'est des intérêts politiques. Moi ils veulent se venger de qui? De l'Égypte parce que l'Égypte a soutenu n'est-ce pas l'Algérie. Israël, parce qu'il dit que le canal de Suez, si l'Égypte contrôle ça, c'est une voie maritime. Il va avoir des conséquences sur ce qu'on appelle leur économie. Israël, Grande-Bretagne, la France s'associent et vont aller en guerre contre qui? Contre l'Égypte. Qui gagne la guerre? C'est les trois. Hein? L'Égypte a perdu la guerre militairement. Mais comme on est en pleine coexistence pacifique, l'URSS va menacer qui? Les pays impérialistes, la France et la Grande-Bretagne. Et heureusement, menace a un effet positif parce qu'ils vont se retirer. Nasser a dit, j'ai perdu la guerre militairement, mais j'ai gagné la guerre diplomatiquement. Et il y a un texte, les rires de Nasser et les larmes de Budapest. Là, quand on est content. L'arme, c'est quand ça ne va pas. Budapest, dans la fissuration des blocs. La fissuration des blocs. Quand on a dit dans le bloc de l'Ouest, la France va se rebeller. Hein? Dans le bloc qui va se rebeller, c'est la Chine, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Maintenant, on termine cette partie, n'est-ce pas, qu'on appelle la coexistence pacifique. Donc regardez, dans cette partie, j'ai dit, on a expliqué la guerre froide, et on est revenu sur quoi? Sur la décolonisation. On est revenu sur la question palestinienne, ce qu'on appelle la deuxième guerre, après la guerre de 48, il y a la guerre de 6 et la guerre de Suez.
Et s'arrête quand? Elle s'arrête en 1956. Maintenant, après qu'on appelle cette partie, 56. Avant 56, il y a 55, la conférence de Bandung. Pourquoi cette conférence elle est importante en pleine guerre froide? Parce que cette conférence de Bandung-là est organisée par des pays afro-asiatiques. Des pays afro-asiatiques. Pour tout simplement dénoncer quoi? La colonisation. N'est-ce pas? Mais mettre en place une troisième voie politique internationale qu'on appelle les pays du tiers monde. Il fallait marquer le pas. Maintenant, Bandung, c'est 55. Maintenant, pour renforcer cela, en 61, il se rencontre à Belgrade. Donc, on a ce qu'on appelle quoi? La naissance d'une troisième force politique internationale et qui a dit à Belgrade, on est des non-alignés. On n'est ni aligné à l'Est, ni à l'Ouest. La guerre froide, beaucoup nous disent, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi? C'est nous battre pour aider les pays colonisés à accéder à l'indépendance. Donc, on revient encore dans la décolonisation. Et quand on dit Belgrade et Bandung, automatiquement on revient dans la décolonisation. Bonne partie sur les causes internes. Parce qu'après la prise de conscience, l'essor du mouvement national, il y a ce qu'on appelle quoi? Hein? La naissance de quoi? L'affirmation du tiers. D'autant plus que le centre de la décolonisation et l'affirmation du tiers. Cette affirmation-là, on le fera à Bandung, mais on le fera à Belgrade. Donc, je suis entré dans la guerre froide, mais j'en profite pour retourner régler la réponse, n'est-ce pas, au niveau de la décolonisation. Donc, vous voyez, je peux entrer. À chaque fois, si je sens que je dois entrer, j'entre pour expliquer un peu cette partie. 1961, Belgrade, c'est fini. Et 1961, c'est qu'on appelle encore la seconde crise de Berlin, qui entraîne quoi la seconde crise de Berlin? Quelles conséquences? Berlin sera divisé en deux. Berlin-Est, Berlin-Ouest, c'est le mur. C'est bon? Regardez, au moment où la crise de Berlin commençait, mais il y avait la crise de Cuba. Castro est venu quand au pouvoir? En 59. Est-ce que la crise a démarré en 59? Hein? La crise a démarré quand? Pas en 59. En quelle année? En 62. En 62. Regardez. Castro est arrivé en 59. L'échec du débarquement de la baie des conséquences, c'est 61. Hein? Donc la crise va commencer, on peut dire, à partir de 61, 62. Donc la cause de la crise de Berlin, ce n'est pas le fait que Castro a pris le pouvoir en 59. Non. 59, il a pris le pouvoir. Castro nationalise, n'est-ce pas? Castro montre, n'est-ce pas, son attachement au bloc de l'Est. URSS va tout simplement accepter de s'associer avec Castro, avec Cuba, n'est-ce pas, et signer une alliance militaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Le problème commence quand? C'est quand des anticastristes qui étaient à Cuba, hein, mécontents du fait que Castro a imposé un système communiste dans lequel on a tout nationalisé. On a récupéré toutes les entreprises qui appartenaient à ces familles. Qu'est-ce qui va se passer? Ces familles vont fuir, aller aux États-Unis, demander l'aide à Kennedy pour revenir reprendre le mot annulé, le débarquement au niveau de la baie des Cochons. Ce débarquement-là a échoué ou bien ils ont réussi? Échoué. Échec. Échec, le mot a dit. Castro a dit. Ils ont échoué. Mais ils reviendront. Et Castro a dit, j'ai une petite île. On ne peut pas comparer cette île avec l'État unis qui est la première puissance militaire mondiale. Castro a dit, il nous faut chercher compagnon. Je peux un monsieur qui est très mince. Lui, il a fait karaté taekwondo. Comme il y a un gars qui m'attaque souvent, il dit que je vais chercher ma protection auprès de mon ami. URSS décide. Non, Cuba a dit, la solution c'est URSS. URSS a dit, moi j'attendais que ça. Avoir un allié qui est en face de mon ennemi. Et donc, l'alliance militaire se matérialise par quoi? Par l'installation des rampes à tête nucléaire. Donc c'est à partir de l'échec, avec l'installation qu'on part, nous avons beaucoup de crises, oui. La crise des fusées, on dit fusées. Fusées moyennes, c'est parce qu'on a installé les fusées. Heureusement, dans cette crise aussi, nous allons voir quoi? Le rôle de l'ONU.
on touche la question de l'ONU. L'ONU va jouer un rôle dans cette crise-là. Comment l'ONU va jouer? Il fera partie des médiateurs. Il y a Pape Jean 23, il y a le secrétaire général de l'ONU qu'on appelle Uton, qui est un Birman, et l'ambassadeur russe à Washington. Ils vont tout simplement décider de discuter avec les deux camps. L'ONU a joué un rôle dans cette crise. Comme l'ONU a joué un rôle dans ce qu'on appelle quoi? La crise de la crise de la guerre de corps. Donc ici, l'ONU joue un rôle. Fin de la crise, 62, crise budgétaire. Normalement, à la fin d'une crise, on ne devait pas avoir rapprochement, ni entente. Au contraire, la fin de la crise va tout simplement permettre aux États-Unis et l'URSS de constater que l'arme atomique est une arme qui est dangereuse. Et il est temps qu'on discute pour tout simplement contrôler l'arme atomique. C'est dans ce contexte que la détente est une période d'accalmie. Une période de rapprochement, une période d'apaisement, une période de dialogue, qui se manifeste par quoi? Par la signature de beaucoup d'accords. Quels accords? Des accords militaires, des accords politiques. C'est quoi accords militaires? Ce qu'on appelle les TNP, SALT 1, etc. Mais c'est quoi les accords politiques? Il y aura un rapprochement entre même la RFA et la RDA. Avec ce qu'on appelle la conférence d'Helsinki. Donc on peut dire la période la plus calme de la guerre froide, ce qu'on appelle la détente. Et même le nom le dit, détente est une période de détente, une période d'accalmie dans les relations internationales. Mais c'est une période aussi marquée par quoi? On aura la fissuration des blocs, où chaque bloc règle ses problèmes, n'est-ce pas, dans son coin. Après 1962, maintenant regardez, qui a initié la conférence pacifique? C'est qui? Khrouchtchev. Il est parti quand? 53 avec 64. 64, on est en pleine détente. Donc détente, comment vous inaugurez? C'est Khrouchtchev. Mais Khrouchtchev ne va pas terminer la détente. Et on revient maintenant dans cette période-là, on va retourner en Chine. Pourquoi Chine? Parce que durant cette période-là, Mao et Khrouchtchev, le courant ne passe pas. Parce que le courant. Pourquoi? Parce que Mao reproche à Khrouchtchev quoi? D'avoir initié la déstalinisation. La coexistence pacifique, Mao ne peut pas digérer ça. Et le fait que Khrouchtchev se retire de la crise de Cuba. Donc le courant, les relations entre États-Unis, excusez-moi, entre URSS et qui? Et Chine, ça ne va pas. Rupture diplomatique. Et c'est dans cette période-là, de crise entre les deux, n'est-ce pas qu'on aura quoi? Le grand bond en avant. Et une des causes de l'échec du grand bond en avant, c'est quoi? C'est le retrait des techniciens et de l'aide soviétique. Et vous regardez, je suis dans la guerre froide, j'ai fait cohésion pacifique, j'ai fait décolonisation, j'ai touché l'ONU et je vais toucher la Chine. Donc la guerre froide est une notion très importante. Si le prof fait le cours sur la guerre froide, on aime arrêter le programme. Parce qu'il va revenir dans chaque leçon. Maintenant, on va avancer. Il dit que Mao et Khrouchtchev, ça ne va pas. Donc tension diplomatique durant cette période qu'on appelle la Cohésion pacifique. 64, Khrouchtchev quitte. Qui va remplacer Brezhnev arrive. Mao, comme il avait des problèmes avec Khrouchtchev, mais comme il y a un nouveau, il va essayer de voir quelles sont les causes. Comment il va faire, comment il va se comporter avec ce monsieur. Mao envoie Zhou Enlai. Mon Zhou va voir Brezhnev. Tu vas lui demander, est-ce qu'il va continuer la détente? Ou bien est-ce qu'on va retourner dans cette logique de tension avec le bloc occidental? Brezhnev a dit, je n'arrête pas, je continue, n'est-ce pas, cette philosophie de coexistence pacifique. Mao dit, si c'est comme ça, considérez que Chine et l'URSS vont continuer à être des ennemis. Et ce même Brezhnev-là, qui est pour la coexistence pacifique. La détente, c'est 62. 64, il quitte. Brezhnev arrive. Jusqu'en 1975, avant même 1975, Brezhnev profite de quoi? De l'affaiblissement des États, du bloc occidental des États-Unis, pour étendre quoi? Son influence à travers le monde. Les États-Unis est frappé par 3 grandes crises qui affaiblissent complètement ce pays.
Quelle crise? Une crise politique. Démission de Nick, l'affaire Watergate. Deuxième ban là, le bouclier vétéranien. Troisième ban là, moi, la crise de 73, qu'on appelle quoi? La crise pétrolière, qui est directement liée avec quoi? La guerre de Kippour. On retourne en Palestine. 73, guerre de Kippour. Ensuite, après cette guerre, qu'est-ce qui va se passer? Les Arabes ont décidé d'utiliser maintenant l'arme du pétrole. En quoi faisant? Ils vont diminuer la production pétrolière. Ils multiplient le prix du baril par 4. Donc il n'y a pas assez de pétrole et ça coûterait très cher. Une crise pétrolière. Donc on retrouve où? Dans la question palestinienne. Donc là, on a vu quelle guerre? La guerre de Suez. On revient dans la guerre de qui? Maintenant, 73, si on prend en compte tous ces événements-là, qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que les États-Unis ne sont pas contents de ce que l'URSS a fait. Donc ils profitent de l'affaiblissement pour étendre leur influence. Jusqu'à quand? De 1975 jusqu'à 1980. Avec l'avènement de qui? De Reagan. Reagan arrive, lui, il décide de dire quoi? Nous, on ne va plus accepter la détente avec l'URSS. Parce que ces gens-là ne sont pas sincères. Pour riposter, il va tout simplement, tout ce qu'on a signé dans la détente, moi là, on a ratifié des accords, de tout, ils vont pas l'appliquer. Donc c'est le début de quoi? La course aux armes. C'est dans cette période-là qu'on va introduire ce qu'on appelle la crise euro-missile. Donc l'Europe se réarme, les blocs se réarment. Heureusement, il n'y aura pas de guerre. Mais les États-Unis mettront en place un programme ambitieux qu'on appelle IDS, Initiative de Défense Stratégique par Ronald Reagan, et que George Lucas a utilisé pour jouer ce film qu'on appelle Star Wars, la guerre des étoiles. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les tensions vont commencer. 80, 85, on va mettre dans la crise en Iran, le retour de l'ayatollah Khomeini. Actuellement, vous allez en Iran, vous voyez des gens qui portent des grands chapeaux avec des barbes, avec des manteaux, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les guides religieux. Ça a commencé depuis 1960. Qu'est-ce qui va se passer? Khomeini fait tomber un ami des États-Unis. Parce que n'oubliez pas que la conférence de Téhéran, c'est où? C'est en Iran. Qui était là-bas, c'était le Shah d'Iran, qui était un ami des États-Unis. La révolution fait tomber le Shah d'Iran. L'ambassade des États-Unis est prise en otage. Et ceci a fait mal aux Américains. Mais ils ne pouvaient pas résoudre ça parce qu'en ce moment-là, les États-Unis étaient affaiblis. Et le réveil américain va se manifester où? En Afghanistan, où en Afghanistan, le président était Babra Karmal, qui était un communiste. Les Américains vont financer qui? Les Mollahs. Donc c'est les Mollahs. Les Mollahs, ce sont des islamistes qui sont en Afghanistan. Pour faire tomber ce qu'on appelle le Babra Karmal. Maintenant, l'URSS va envoyer des soldats en Afghanistan pour soutenir Babra Karmal. Ce qui fait quoi? Quand Gorbatchev revient, il mettra fin, n'est-ce pas, à cette guerre. Donc 85, c'est la fin de la guerre fraîche. Mais 85 coïncide avec l'arrivée de nouveau monsieur qu'on appelle qui? Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev arrive. C'est lui Gorbatchev. C'est le Gorbatchev sénégalais. Ensuite, donc Gorbatchev arrive au pouvoir. Maintenant, cette partie, elle est importante. Deux fois. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette partie, Gorbatchev arrive, il lance quoi? La nouvelle détente. Mais à côté, on met quoi? Et la fin de la guerre froide. Normalement, détente. On a des guerres fin. Donc ça signifie quoi? La nouvelle détente, c'est quoi? C'est que Gorbatchev arrive, il hérite d'un pays qui est fatigué. Il a dit, quand j'ai fait le bilan de l'URSS, l'administration est corrompue, l'économie est au point mort, ça ne va pas dans ce pays-là. Il a dit, pour sauver l'URSS de cette crise économique, politique et diplomatique et militaire, il propose quoi? Deux réformes. Quelles réformes? Perestroïka et Glasnost.
Maintenant, ces deux réformes-là, certes, c'était pour sauver son pays, mais ces deux réformes-là entraînent quoi? Une instabilité politique très grave. Jusqu'à même, n'est-ce pas, il a failli être assassiné. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle un coup d'État, un putsch qui a été organisé. Mais à côté, c'est quoi? Là, c'est quoi? C'est la tension. Mais la nouvelle détente, l'URSS profite de cette occasion pour tendre la main aux États-Unis, se rapprocher des États-Unis, pour l'aider à trouver une solution, n'est-ce pas, militaire pour mettre fin à cette guerre froide. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est dans cette période aussi qu'on va retrouver quoi? On va retrouver quoi? La chute du mur de Berlin en 89. Maintenant, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas que le fait que le mur est tombé. Non. C'est que quand le mur tombe, c'est le symbole de la guerre froide qui tombe. C'est le rideau de fer qui tombe. L'Est et l'Ouest deviennent un État. Maintenant, le fait que le mur tombe et que RFA et RDA deviennent un seul État, les autres pays du bloc de l'Est, le vent de changement et de démocratie qui est né en Europe occidentale commence tout simplement à entrer dans ces pays-là. Et qui les pousse tout simplement à vouloir quitter le bloc. Et l'URSS n'a pas les moyens d'entretenir ces pays-là. Ces pays-là décident de quitter en créant quoi? La CEI, la communauté des États indépendants. Ils quittent en masse. Maintenant, quand ils quittent, qu'est-ce qui va se passer? Le bloc, c'est quoi? C'est un patron et ses amis. Mais si le patron perd tous ses amis, est-ce qu'on parle de bloc? Le bloc, c'est un groupe. Tous les pays quittent. Il reste seulement, pas l'URSS, il reste à la rue, la Russie. Cela veut dire quoi? Dans ce match de football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, n'est-ce pas? Si on a 11 et 1 joueur, est-ce qu'il y aura match? Donc on siffle la fin du match maintenant, on siffle la fin de la guerre froide. Donc regardez, dans ce que je viens de faire, j'ai fait la guerre froide, j'ai touché la décolonisation, j'ai touché, n'est-ce pas, la question. Mais il y a une partie que je n'ai pas encore touchée. C'est la décolonisation en Afrique noire. Là, on peut la toucher dans la guerre fraîche. Une Amérique affaiblie, une URSS expansionniste qui va tout simplement tout faire pour attirer les pays, n'est-ce pas, colonisés. Avec quoi? La Guinée-Bissau, l'Angola, Mozambique, tous ces pays-là auront le soutien de qui? De l'URSS. Donc on peut dire que la guerre froide, c'est la mère de toutes les leçons. C'est là où tout le monde vient pour chercher cette source de l'histoire. C'est comme par exemple, on dit la guerre froide est un magasin. Et il y a des marchandises à l'intérieur. Si tu as besoin d'une marchandise qu'on appelle la Chine, tu vas venir récupérer dedans. Si tu as besoin d'une marchandise qu'on appelle la question palestinienne, tu viendras prendre cette marchandise. Si tu as besoin, n'est-ce pas, une marchandise, par exemple, qui s'appelle la décolonisation en Afrique noire, tu viendras prendre. Mais le problème, où se trouve cette marchandise dans le magasin? C'est ça le problème. Parce que le magasin est très grand, on a mis les marchandises de manière désordonnée. On va prendre telle marchandise. Il faut savoir là où cette marchandise est classée pour aller prendre et comprendre que cette marchandise-là est liée, n'est-ce pas, à cette guerre froide. Donc c'est ce que j'avais à dire, n'est-ce pas, dans cette période-là. On ne peut pas revenir sur toutes les leçons, mais on a fait ce qu'on appelle une sorte de rappel, n'est-ce pas, du début jusqu'en 1991, et on en a profité à chaque fois quand le besoin, n'est-ce pas, se sentait, on revient sur une leçon. On est revenu sur quoi? La Chine, on a touché quoi? La décolonisation. Dans la décolonisation, on a touché quoi? La décolonisation en Indo-Chine, on a touché la décolonisation palestinienne, on a touché la décolonisation en Afrique noire. Merci pour votre attention. On va passer la parole à votre. Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Très heureux de vous retrouver encore. Et nos remerciements aux initiateurs de cette activité, M. Dia, et nos amis étudiants et tout le monde. Donc nous les remercions pour ces initiatives qui participent vraiment à asseoir ou à consolider ce qui a été déjà fait en classe. Donc je profite de l'occasion aussi pour saluer le doyen Dien,
avec qui maintenant on commence à se familiariser parce qu'on partage, on a déjà partagé cette année, je crois, une activité à Niagis. Il en était prévu qu'on en soit ensemble hier, bon, mais j'étais pris. Ouais. Donc, vraiment de l'approche déjà qu'il a utilisée dans son intervention, c'est l'approche. Parce que à l'heure actuelle maintenant, c'est un colmatage de brèches qu'il va falloir faire, des relations qu'il va falloir tisser. On a fait les leçons, chaque leçon en ce qui la concerne. Maintenant, ici, surtout pendant cette période-là, il faut chercher les différentes relations qu'on peut avoir entre les leçons. Parce que je l'ai dit, et je le dis toujours aux élèves, au bac, maintenant, on ne donne pas de leçons. S'il y a quelqu'un qui a appris ici 2 ou 3 leçons et s'attendre à ce qu'on le touche, ça n'existe plus. C'est des thèmes. Et surtout, comme il l'a dit, la guerre froide, c'est la base du programme. C'est la base du programme et c'est pourquoi on prend toujours le temps de détailler les éléments. Parce qu'après, les autres leçons, si on résume, vous allez retrouver ça dans la guerre froide. Et maintenant, on ne va pas refaire les leçons. Maintenant, on va donner des pistes pour permettre à M. Guin de souffler un peu. On va donner des pistes d'apprentissage. Quand on prend par exemple la guerre froide, comme il l'a séquencé, il faut prendre les différentes périodes. Et pour chaque période, c'est pratiquement 3 choses. Vous avez les facteurs, les causes, vous avez les manifestations et généralement vous avez les conséquences. Pour chaque période. Donc si vous utilisez cette approche-là, la leçon elle est très longue, mais si vous utilisez cette approche-là, ça peut vous faciliter l'apprentissage. Et ensuite, comme il l'a dit, pour revoir les leçons, actuellement, c'est encore plus facile parce que vous avez ce qu'on appelle, pour l'ensemble des épreuves, vous avez les épreuves et les grilles de correction. Vous avez les épreuves, ce qu'on a l'habitude de donner.